Bonjour à tous. Après un long moment, voici enfin la suite des vidéos de Galaxias. Je vais parler des chapitres 23 à 29, alors n'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur les précédents chapitres pour tout comprendre de son univers. Si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Je suis toujours content d'avoir des retours et j'essaye de m'améliorer de plus en plus. Voilà, maintenant retournons sur Galaxias. Pour faire un très court résumé des derniers chapitres, on était dans la ville de Grib, où Neraid, Gio et Schmidt étaient à la recherche d'infos sur Yuri Holst, le présumé tueur du roi dragon. Cependant, ils se sont fait rattraper par une chevalière dragon nommée Antares et un combat entre elle et Neraid avait lieu, auquel Antares a réussi à lui porter un coup fatal quand il a voulu protéger Gio. Maintenant, place à la nouveauté. Le chapitre commence donc avec Antares qui a donc réussi à blesser Neraid qui s'est projeté pour sauver Gio. Son bras est coupé et Antares se moque de lui en lui disant qu'il l'avait pourtant dit, qu'elle pouvait le couper autant qu'elle veut, et là, elle voit qu'avec un coup, il est déjà au bord de la mort. Yerkes va alors en profiter pour attraper Gio, en la remerciant d'être revenue, car ça lui évite de faire l'effort de la retrouver. Neraid est bientôt tombé à cause de la perte de sang, et Antares veut alors le récompenser pour son vaillant combat en le finissant le plus rapidement possible. Mais Neraid va alors utiliser ses dernières forces pour essayer de mettre un coup de poing à Antares, qu'il va rater et tomber au sol. Cependant, un fumigène va arriver et celui qui l'a lancé n'est nul autre que Schmidt, le scientifique et nouveau compagnon de Gio et Neraid. Antares et Yerkes ne vont pas avoir trop peur car ils sont en supériorité. Cependant, au même moment, le sol va se mettre à trembler, les champignons qui servent de sol ont subi trop de dégâts et menacent de s'effondrer. Gio va alors dire à Schmidt de prendre Neraid et s'enfuir, en s'excusant de les avoir entraînés là-dedans. Le sol va s'effondrer, Yerkes et Antares vont s'enfuir en emmenant avec eux Gio, pendant que Schmidt va partir avec Neraid. Le groupe est séparé et on va avoir droit à un petit passage du père adoptif de Gio qui boit un coup avec un autre villageois. On apprend que depuis qu'elle est partie il y a un mois, il n'a pas parlé d'elle une seule fois et le village s'inquiète. Mais c'est juste que ses journées sont remplies de regrets et d'indécision, mais c'est le chemin qu'elle a choisi et en tant que père, il ne peut rien lui dire et juste d'avoir confiance en elle. Et c'est ainsi qu'on retrouve Gio face à Antares dans un véhicule. Super chapitre qui conclut un arc que j'ai bien aimé même si trop court à mon avis. J'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais peur que Galaxias tombe dans des arcs avec un schéma classique du groupe qui arrive dans un nouvel endroit, il y a un souci avec un méchant et le groupe s'en occupe et ça en boucle. Mais le fait que Gio soit séparé de Neraid me donne un peu d'espoir pour la suite. Le chapitre commence avec Kerner qui explique ce qu'il s'est passé à Antares. Elle explique qu'elle affrontait Schmidt pendant que le combat entre Neraid et Antares faisait rage au loin. Kerner utilise ses pouvoirs de dragon araignée pour créer des fils de toile puissants et adhésifs afin d'emprisonner Schmidt. Mais celui-ci est bien plus malin qu'elle ne le pensait, il avait en fait déjà planté des grenades camouflées en champignons grâce à ses illusions. Et quand Kerner tente de l'attraper, il fait exploser ses bombes pour s'échapper. Schmidt réussit donc à distancer Kerner qui se retrouve désorienté par les explosions, même si ce n'était que des grenades aveuglantes et non mortelles. De son côté, on a Gio qui est maintenant captif d'Antares, dans un train de transport qui se dirige vers la capitale du royaume des dragons. Gio demande où ils vont et Antares lui répond honnêtement qu'elle va être jugée par le gouvernement et qu'elle restera sous sa garde pendant environ une semaine, le temps que les préparatifs soient terminés. Ce qui est frappant, c'est qu'Antares se montre étonnamment direct et honnête avec Gio, lui expliquant que c'est le droit d'un criminel de savoir comment il sera traité, et qu'elle doit se rappeler qu'ils ne sont pas des kidnappeurs ou des voleurs dans l'histoire, mais c'est bien elle qui était la méchante. Mais le moment le plus déchirant arrive quand Gio commence à craquer émotionnellement. Elle se met à pleurer et à s'effondrer psychologiquement, réalisant qu'à cause de ses actions impulsives, Neraid a perdu son bras et que leur groupe s'est fait séparer. Elle se sent complètement responsable de ce qui s'est passé et le poids de la culpabilité l'écrase littéralement. Mais Yerkes et Kerner reviennent des recherches et après avoir cherché dans les débris, aucune trace des corps était présente, ce qui veut dire que les deux sont toujours en vie. Antares elle-même reconnaît qu'elle a sous-estimé Neraid. Dans ses pensées, elle admet qu'elle n'avait pas réalisé à quel point il était dangereux, et on a droit à cette image terrifiante de Neraid avec un regard de bête sauvage qui montre qu'il était vraiment sur le point de devenir un monstre incontrôlable si le combat avait continué. Antares réalise qu'elle était proche de libérer quelque chose d'effrayant qu'elle n'aurait peut-être pas pu maîtriser. Et le chapitre se termine avec Neraid qui se réveille dans un lit, accueilli par Schmidt qui lui dit bonjour tout en ayant l'air épuisé. On comprend que Schmidt a réussi à sauver Neraid et ils sont maintenant séparés de Gio. Super chapitre qui montre vraiment les conséquences émotionnelles et physiques de la défaite. J'ai adoré voir la vulnérabilité de Gio qui craque complètement sous le poids de ses erreurs. Ça humanise vraiment le personnage et montre qu'elle n'est pas juste une protagoniste courageuse, mais aussi une jeune fille qui fait des erreurs et qui doit apprendre à vivre avec. Le fait qu'Antares reconnaisse avoir sous-estimé Neraid ajoute une dimension intéressante à son personnage aussi. Et maintenant qu'ils sont séparés, je suis hyper curieux de voir comment Schmidt et Neraid vont s'organiser pour sauver Gio, surtout avec cette limite de temps d'une semaine. Ça sent un arc de sauvetage qui se prépare.
Le chapitre commence avec Néraïd qui se réveille donc dans un lit encore désorienté après les événements dramatiques du chapitre précédent. Il est accueilli par la vieille dame et son fils qu'ils avaient rencontrés au début de l'arc, qui s'inquiétaient énormément pour lui après l'avoir vu couvert de sang suite à son altercation avec Antares. Néraïd se demande encore s'il est bien vivant et si tout ça est bien la réalité. C'est alors que Schmidt lui demande de ne pas toucher son épaule, car l'attelle est toujours instable. Néraïd ne comprend pas ce qu'il veut dire par attelle jusqu'à ce qu'il regarde son bras gauche qui avait été tranché et découvre qu'il a maintenant un nouveau bras. Mais c'est un bras de tentacules de poulpe qui bouge et fait des bruits étranges, qu'il fait complètement paniquer en criant que Schmidt est un scientifique fou qui va lui faire toutes sortes de trucs diaboliques avec ce nouveau bras. Schmidt lui explique calmement: je n'ai pas pu récupérer ton bras sectionné, alors comme mesure d'urgence j'ai utilisé mon pouvoir pour t'en donner un nouveau. Il sort alors un tentacule de poulpe coupé et explique plus en détail ses capacités qui vont bien au-delà de simples illusions. Le feu brûle, l'eau humidifie, la pierre est lourde, les oiseaux volent et les poissons nagent. Tout ce qui existe a une forme adaptée à son objectif. La capacité du dragon Mujina peut produire des changements dans la matière en réécrivant ses objets. Ce bras a déjà oublié qu'il était autrefois une patte de poulpe, il aurait préféré utiliser une partie d'invertébré de haut niveau, mais les poulpes ont un excellent système nerveux, il pourra s'y habituer en un rien de temps. Mais Néraïd pose alors la question cruciale: où est Gio? Il devient complètement fou quand Schmidt lui dit qu'il a dû laisser Gio derrière lui. La tension monte quand Schmidt lui dit qu'il ne peut pas encore bouger et qu'il lui faut au moins 3 jours de repos de plus. Néraïd répond: je ne peux pas rester assis sans rien faire, Gio va être envoyé dans cet endroit et se faire tuer. Mes blessures ont déjà guéri, tu vois. Mais Schmidt reste ferme: non, tu n'es pas encore complètement rétabli. Néraïd insiste: alors que dois-je faire? Je dois juste attendre que Gio se fasse tuer. Et c'est là que Schmidt va lâcher une bombe. C'est ça, abandonne Gio et continue ton aventure avec moi. Néraïd est choqué par cette suggestion. Schmidt continue en donnant les faits brutaux. Tu n'as pas pu toucher cette femme plus tôt et c'était malgré que tu sois en pleine forme. Que peux-tu faire maintenant avec ces blessures importantes? Il n'y a aucun intérêt à perdre davantage. Néraïd essaye de rester optimiste, en mode protagoniste: je ne saurais pas si je n'essaie pas. Mais Schmidt lui répond de réfléchir un peu et qu'il comprendra. Néraïd refuse catégoriquement: tu n'as pas le droit de décider ça, c'est à moi de décider comment utiliser mon propre corps. Mais Schmidt lui rappelle alors que c'est lui qui l'a sauvé, et suggère que ce sera un bon moment pour reconsidérer certaines choses. Demandons même: avons-nous vraiment besoin d'elle? Il va commencer à balancer des vérités qui font très mal. Nous ne sommes dans cette situation qu'à cause des actions imprudentes et irréfléchies de Gio. Si tu avais été seul, tu aurais au moins pu t'échapper en sécurité, même si tu n'avais pas gagné. Avoir un facteur si incertain est un désavantage total. Tu réalises ça aussi sûrement. Est-ce que tu prévois de la reprendre et répéter la même chose indéfiniment? Si tu es honnête maintenant, tu n'auras pas besoin d'être le méchant. Néraïd explose de colère et plaque Schmidt au sol en criant: ne me sors pas ces conneries et tu te dis humain. Schmidt essaie de lui expliquer que c'est juste une priorisation des traits réalistes, mais Néraïd continue de lui crier dessus. Peut-être que c'était ton but depuis le début, elle était juste dans le chemin de ton enquête sur moi. Schmidt nie: ce n'était pas vrai, je l'aurais sauvé si j'avais pu, s'il te plaît sois rationnel là-dessus. Ton but est de trouver Yuri Holst et d'apprendre qui tu es. Gio n'est qu'une étape dans ce processus. Devenir émotionnel et perdre de vue ton objectif pourrait revenir à mettre la charrue avant les bœufs. Néraïd lui répond avec détermination: je vais sauver Gio et continuer notre voyage. Si ça ne te plaît pas, alors dégage. Si tu continues à me commander, je... Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, du sang commence à couler de ses yeux, sa bouche et ses oreilles, et il s'effondre au sol. Schmidt explique alors que ce n'est pas seulement son bras gauche qui avait été remplacé, il a scellé ses blessures avec une pâte d'huile et de fleurs, remplacé des parties d'os avec du bois de chauffage, et utilisé du sang de porc pour compenser la perte de sang. Il l'a sauvé pour qu'il puisse continuer ses recherches. S'il veut partir sauver Gio, il ne l'empêchera pas, mais dans ce cas il va reprendre tout ce qu'il a donné par charité. Car un humain n'a que 2 bras, il doit bien choisir entre ce qu'il peut porter et ce qu'il doit lâcher. Mais Néraïd va se soulever avec sa queue et va répondre à la question que Schmidt lui avait posée avant: pourquoi il voyage avec Gio. Car lui-même au début ne voulait pas. Il pensait qu'elle n'était pas intéressante, mais il avait tort. Du courage, un esprit fort et une détermination à toute épreuve, elle avait beaucoup plus à offrir qu'il ne pensait. Mais surtout, un faux pas, elle aurait pu y laisser sa vie. Mais dans cette situation, elle était plus vivante que n'importe qui. Alors oui, son but est de savoir qui il est, mais il veut le savoir avec Gio à ses côtés. Il lui demande alors, comme il lui a redonné un corps, de lui prêter une dernière fois, et qu'il ne le regrettera pas, même s'il en meurt. Puis Néraïd va retomber dans les pommes. Plus tard, Néraïd se réveille et son bras est presque revenu à la normale, après une seule nuit. Il se demande ce qui est arrivé à Schmidt car il ne le voit plus. L'homme lui dit que Schmidt est parti après que Néraïd se soit évanoui, disant: pourquoi diable accepterais-je sa demande alors qu'il n'a pas accepté ma suggestion? Néraïd est déçu de ce départ, mais Schmidt réapparaît soudainement comme si de rien n'était. Il balance un tas de matériel et des provisions au sol en disant: tu vas partir en guerre sans aucune préparation, même si je meurs, ouais, on oublie ça, je serai dans la merde si tu meurs. Alors allons-y, il est temps de rendre les choses meilleures. Ce qui est génial dans ce chapitre, c'est qu'on voit vraiment la loyauté absolue de Néraïd envers Gio.
Malgré tous les arguments rationnels de Schmidt, même gravement blessé, même face à une mission suicide, Néraïd refuse catégoriquement d'abandonner Gio. Et le fait que Schmidt revienne finalement avec des provisions montre qu'au fond, il respecte cette détermination, même s'il trouve ça stupide. Son côté scientifique doit également jouer, car il ne veut pas lâcher son cobaye préféré. Gio est donc toujours dans le train et traverse un tunnel sombre, accompagné par Yerkes qui se plaint du temps de trajet. Il remarque l'ambiance pesante du train où tout le monde a des mines sombres, surtout Gio qui est profondément déprimé après avoir pleuré toutes les larmes de son corps. Quand le train sort du tunnel, Gio est aveuglé par la lumière du soleil qui se reflète sur un immense champ de neige blanche. Yerkes lui explique, dans le continent du Scorpion, nous sommes au point le plus éloigné de tout le royaume et ça ressemble à ça partout à cette époque de l'année. Il ajoute avec cruauté, c'est dommage qu'après être venu ici, tout ce qui t'attend, c'est un enfer profond et sombre. Alors laisse ça bien s'imprégner en toi et sombre dans le désespoir. Mais Yerkes n'obtient aucune réaction de Gio, car elle est complètement fascinée par la beauté de cette étendue de neige immaculée. Antares observe Gio et décide de laisser la jeune fille sortir du train pour qu'elle puisse marcher dans la neige. Quand ses hommes lui demandent si elle est d'accord avec ça, Antares répond avec une philosophie surprenante, la mort l'attend là-bas, il n'y a aucune raison de la restreindre davantage. Utiliser des chaînes pour sceller la liberté de quelqu'un n'est que le dernier recours des faibles qui n'ont aucun pouvoir sur la vie et la mort. On a alors droit à une magnifique planche double page de Gio marchant seul dans cette étendue de neige, avec le train en arrière-plan, un moment à la fois poétique et tragique, car elle découvre cette beauté juste avant d'aller vers sa mort. Pendant ce temps, Kerner pose à Antares la question qui nous trempe dans la tête. Est-ce qu'ils vont venir? En parlant évidemment de Néraïd et Schmidt. De leur côté, ils sont en préparation dans la ville d'origine de Yuri Holst. L'homme du village leur donne des indications. Juste au-delà de ce chemin, vous devez aller vers le nord et vous atteindrez Scorpio, dans le centre de la région, Krenka. Il leur apprend que quelqu'un a vu un train non programmé se diriger là-bas la nuit dernière, après les tremblements de terre. Schmidt fait le lien, c'est la base d'opération d'Antares, et elle prévoit de garder Gio là-bas jusqu'à ce qu'il l'emmène à la capitale. Nous devons donc la récupérer avant ça. Le problème, c'est qu'à cause du tremblement de terre, les voies de chemin de fer ont été détruites, donc il ne va pas compter sur un train pour partir. L'homme du village montre des signes de stress, malgré ses efforts pour rester calme, car s'il réfléchit ne serait-ce qu'une seconde à la situation actuelle, il va devenir fou et veut juste qu'il parte de là tout de suite. Cependant, un autre villageois annonce qu'un chevalier dragon arrive, et en creusant un trou à travers la montagne, Drill, le dragon taupe, se présente. Il a comme ordre de Yerkes de venir et tuer un morveux à cheveux orange à moitié mort. Mais c'est alors que Néraïd va s'approcher, attraper un champignon géant et le balancer à la gueule du chevalier dragon, en créant littéralement un nouveau canyon à travers la montagne. Néraïd hurle alors de toutes ses forces « Attends-moi Gio, je vais te mettre au repos ». Une phrase mal traduite et un peu maladroite. Et Schmidt lui répond « Ouais, t'es sûr que tu l'as bien dit ?» On a également Antares qui sourit en regardant le ciel et qui répond à la question de tout à l'heure avec un « L'orage arrive ». Et voilà, on est reparti sur de l'aventure avec un Néraïd gonflé à bloc pour partir sauver Gio. Mention spéciale aux doubles pages de ce chapitre qui montre que l'auteur sait très bien dessiner. L'entre-deux arc est fini et passons maintenant alors à ce sauvetage. On se retrouve alors à Krenka, la ville que gère Antares dans la région au nord, celle du Scorpion. Gio est étonnée car en regardant par la fenêtre, elle voit que la mer est gelée et que toute la ville est sous une épaisse couche de neige. Antares arrive alors dans ses quartiers, mais en s'approchant de la poignée, une étincelle va surgir. Et en ouvrant la porte de sa chambre, une femme va être là, Alarecha, une conseillère directe au roi dragon. Elle semble très enjouée et dit à Antares qu'elle a eu un long voyage, qu'elle attendait impatiemment son retour et que chaque moment semblait être une éternité. Antares va la saluer en l'appelant la chevalière dragon de la foudre. Mais Alarecha veut dire qu'elle est froide et qu'avec tout le trajet qu'elle a fait pour venir, elle pourrait au moins l'appeler par son nom. Antares va leur répondre disant que ce serait lui donner trop de respect pour quelqu'un qui s'invite dans une chambre sans permission. Elle n'a pas envoyé de mots avant de venir, alors pourquoi elle est là? Surtout qu'elle est au courant que deux chevaliers dragons n'ont pas le droit de se voir sans de demande officielle. Alarecha lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce qu'elle voit est une projection d'elle-même qu'elle a envoyée via les câbles dans l'océan. La vraie elle se trouve à environ 1500 km d'ici, dans les eaux, près de la région du Poisson. Mais Antares n'a qu'à faire de cela et lui redemande alors pourquoi elle est là. Il se trouve qu'elle s'est occupée de régler un début de rébellion d'un autre chevalier dragon et que pour ça elle a dû faire exploser une île entière et voulait prévenir les régions qui se trouveraient dans la direction du vent. Un coup de fil aurait pu suffire, mais un peu de chaleur humaine n'a jamais tué personne. Et surtout elle voulait parler d'un autre sujet, d'un aventurier nommé Yuri Holst. Chapitre assez court qui nous montre un nouveau personnage sûrement très important, car c'est un autre chevalier dragon, ayant le pouvoir de faire sauter une île entière sans que ça semble être compliqué. Hâte de voir où la conversation va nous mener et quel mystère on va apprendre sur Yuri Holst. Il y a 6 ans, Polaris Catasteris, le 28e roi dragon, a été tué. Le gouvernement a alors désigné Yuri Holst comme suspect, il est toujours en fuite et l'élimination de ce tueur de roi est toujours le plus gros problème du gouvernement, nous explique Alarecha. Antares ajoute que Yuri Holst était en bon terme avec le roi
et que ce n'est pas étonnant qu'il ait pu entrer dans le palais. Qu'il se cache encore autant depuis le meurtre permet de prouver qu'il est impliqué dedans. Du moins, c'est ce que pense le gouvernement. Et ils n'ont pas besoin d'en parler plus, finit Antares. 196 personnes. C'est le nombre de personnes qui ont été tuées dans le palais par ce tueur de roi. En plus du roi, 7 chevaliers dragons qui avaient assez de pouvoir pour détruire des dizaines de royaumes sans souci. Et pourtant, ils ont été vaincus par un seul pauvre aventurier. Tous les témoins ont été tués, ça ne sert à rien de se battre pour la vérité maintenant, et que la seule option, c'est de demander à Yuri, rétorque Antares, dont Alrecha est étonné qu'elle est dotée d'un sens de l'humour. Alrecha veut surtout en venir à comment le conseil a conclu aussi rapidement que c'était l'œuvre de Yuri Holst. C'est comme s'ils se sont dépêchés pour dire aux gens de ne pas trop y réfléchir. Les deux font partie des nouveaux chevaliers dragons suite à la réorganisation, et que ça pourrait être dans leur intérêt de plonger leur nez là-dedans. Mais Antares, elle a vite compris son jeu, et lui dit que peu importe comment elle a eu des infos sur Gio, en ce moment elle ne lui sera d'aucune utilité. Car elle peut douter du gouvernement autant qu'elle veut, la seule chose qui concerne actuellement Antares, c'est avec sa majesté qui est morte qui va occuper le trône. Elle sera le prochain roi dragon à tout prix, et pour ce faire, elle va détruire la lignée Holst et prouver au monde qu'elle a ce qu'il faut pour diriger. La vérité peut attendre. Alrecha lui dit qu'elle n'a aucune intention de vouloir ce poste, mais que ce sera pas si facile, surtout que Neraid Keeper va venir ici. Elle le sait car elle a pu écouter un message que Yerkes avait envoyé de façon non cryptée. Neraid Keeper, le jeune homme qui était le plus proche du roi, son garde du corps personnel, un homme qui n'avait ni titre et dont aucun document officiel existe, son mystérieux bras droit qui a lui aussi disparu après l'incident et qui maintenant voyage avec Gio. Quel coup du destin! Alrecha va leur proposer son aide, mais Antares va le prendre très mal, car il y a une règle, tout ce qui se passe dans sa région, c'est elle qui s'en occupe. Qu'elle ne ferait que la gêner. Et elle va finir son discours en assénant un énorme coup de sabre au sol en lui demandant d'un air menaçant si elle pense vraiment qu'elle va perdre. Alrecha va lui dire qu'elle lui donnait juste une option et qu'elle a confiance. Le pouvoir du dragon va faiblir et la projection va alors partir, en disant qu'elles pourront reparler une prochaine fois, en vrai cette fois. Kerner va alors rentrer en disant à Antares de ne pas activer son pouvoir de façon aussi impulsive, car elle est trop forte et cela affecte toute la ville. Elle va alors demander où est Gio, et il s'avère que c'est Yerkes qui s'occupe d'elle, dans ce qui semble être un sous-sol, pour empêcher qu'elle ne s'échappe, et Yerkes a des questions à lui poser. Antares est terrifiante, et on en apprend encore un peu plus sur ce mystère du meurtre du roi, avec la confirmation du rôle que Neraid occupait avant sa perte de mémoire, le garde du corps du roi. Le chapitre commence avec Alrecha qui revient très rapidement de sa projection électrique de la région du Scorpion. Ce second lui dit qu'elle était revenue vraiment vite et Alrecha répond qu'elle a énervé Antares encore une fois. Son subordonné commente « Tu es juste trop insistante, un bon dialogue nécessite une distance appropriée ». Alrecha confirme des informations capitales en utilisant ses capacités électriques pour voir, entendre et parler à travers les courants. Elle a pu voir Gio et confirmer son existence. Ce second dit alors la fille du tueur du souverain. Il n'y avait aucun rapport d'elle dans la région du Scorpion auparavant, ce qui montre la ruse d'Antares qui garde l'information secrète. Il demande également ce qu'il doit faire maintenant, que les autres régions doivent connaître l'existence de Gio. Alrecha répond « Pour l'instant, nous continuons d'avancer vers la région du Scorpion. Je suis inquiète qu'ils aggravent les relations avec les régions environnantes. » Ils pensent tous la même chose. Tout le monde va avoir un bon aperçu d'un fantôme. La scène se déplace vers la zone de détention où Gio est gardée. Yerkes s'approche d'elle en disant « C'est une bonne chose qu'on ait cet espace géant. C'est pratique pour stocker des gamines comme toi. » Il explique « Avant de t'exécuter, on va obtenir autant d'informations que possible de toi. » Mais Gio répond avec résignation « C'est inutile de me demander des choses sur Yuri Holst. Je ne sais rien de toute façon. » Mais Yerkes la coupe brutalement en frappant le sol avec sa queue et dit « C'est moi qui pose les questions. Je me fiche du tueur du souverain maintenant. Je veux en savoir plus sur Neraid Keeper. » Quelle est ta connexion avec lui? Gio est prise au dépourvu par cette question. Yerkes pense qu'elle fait semblant de ne rien savoir et dit « Il était avec toi sur cette île, je veux savoir pourquoi il t'a sauvé à ce moment-là. » Gio répond « Il n'y avait pas vraiment de connexion réelle, c'était juste une coïncidence que tout ça soit arrivé. » Il va également dire qu'il a trouvé le sac de Gio, et comme il ne la croit pas, il va devenir violent et dit « Ce sera embêtant si tu meurs sur moi, alors j'avais juste besoin d'un coussin. » Avant de frapper violemment Gio au ventre, la faisant s'effondrer et vomir de douleur. Et il continue « Je t'ai détesté pendant si longtemps, agissant comme si tu étais meilleur que moi. » Yerkes la saisit par les cheveux et la soulève en criant « Comment oses-tu me regarder dans les yeux et me parler comme si nous étions égaux? Tu ne peux rien faire par toi-même. » Quand sa queue frappe le sol, le sac contenant le livre Galaxias tombe au sol. Il continue en disant que c'est parce qu'elle s'est échappée une fois qu'elle avait gagné, qu'elle ne serait jamais une grande aventurière, et il va même lui expliquer pourquoi il cherche Neraid. Yerkes laisse entendre que Neraid était celui qui a tué le roi dragon. Avant que Yerkes puisse en dire plus ou blesser Gio davantage, Antares arrive et dit que pour un interrogateur, il parle beaucoup. Elle arrête Yerkes et l'informe que l'équipe qu'elle avait envoyée a été complètement anéantie. Gio, sous le choc de la situation, va tomber dans les pommes. Antares va remarquer le livre et va demander à Kerner de renforcer la sécurité. Et le chapitre se termine avec comme dernière page, Neraid et Schmidt debout dans la neige au loin, observant la forteresse d'Antares. L'arc de sauvetage de Gio commence officiellement. Et voilà pour la review de ces chapitres. J'essaie de détailler au plus que je peux afin de ne pas laisser de zones sombres.
Personnellement, pour avoir suivi chaque chapitre à sa sortie, malgré le rythme assez compliqué, j'ai toujours envie de savoir la suite. Le mystère global rend les choses très intéressantes, en espérant qu'on ait des arcs un peu plus longs, mais c'est encore que le début, attendons un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si Galaxias vous intéresse, je ferai une vidéo quand 5 ou 6 chapitres seront sortis, afin de faire une vidéo où l'histoire avance un peu. Alors n'hésite pas à t'abonner, sinon entre les vidéos Galaxias, je fais des vidéos où je présente des mangas et des webtoons.